On est parti. Oui, super. C'est le grand retour de Marc Mazières sur la martingale. Radin Malin, Oui, toujours là. Ça Toujours marche toujours là. aussi bien. oui, ça va faire 10 ans bientôt, là. 10 ans. Ouais, Félicitations. merci. Bon, tu es toujours aussi radin, toi, ou ça va? Non, franchement, j'ai évolué, hein. J'ai vachement évolué. En même temps, tu vois, enfin, moi, j'étais au RSA au tout début, où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Il faut bien que je fasse un truc et tout. Et donc, j'ai pris un boulot. Plus, j'ai commencé le blog aussi, parce que pourquoi pas. Et quand t'es au RSA ou en fin de droit du chômage, bah, t'as le droit d'être radin, forcément, hein. Mais il bon, faut faire attention parce que du coup, tu peux t'éloigner de ton audience si t'es plus radin ou si tu changes de ton état ouais. d'esprit. Après, j'ai toujours été un petit peu comme ça, intéressé par. Enfin, bah, j'ai une peur de manquer, hein, de toute façon, Mhm. qui vient de ma famille. Voilà, je vais pas non plus m'étaler là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui reste, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, je suis assez fier de moi parce que mine de rien, avec toutes les astuces, c'est les astuces du quotidien. Moi, je connecte un petit peu comment faire des économies au supermarché avec comment investir cet argent ensuite, parce que c'est bien beau Mhm. d'économiser de l'argent, mais le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est d'en gagner, c'est pas d'en économiser. Ça, Mhm. c'est vraiment un truc important que j'ai appris au fil du temps. Et là, j'approche le million de patrimoine gentiment, et donc j'approche mes objectifs. Moi, j'aimerais bien devenir rentier pour ensuite me consacrer à d'autres trucs, voilà, tranquillement. Et puis paradoxalement, tu peux être rentier et radin. Enfin, je veux dire, souvent, il faut peut-être l'être d'ailleurs. Si Tu t'es pas peux. né milliardaire, c'est pas parce que t'es rentier Ouais. que tu dois dépenser ton argent n'importe comment, en l'occurrence. Ça dépend vraiment de la vision. Moi, je connais des gens qui sont très dépensiers. Moi, je suis pas super dépensier. Je suis pas non plus extrêmement frugal. Je connais des gens qui consomment rien du tout, et puis des gens qui consomment 10 fois trop. Moi, je me vois bien me constituer une rente et vivre comme quelqu'un d'à peu près normal, classe moyenne, voire peut-être même classe moyenne inférieure. Parce que tu vois, je roule en 207. Mhm. Ça roule très bien. C'est une bonne bagnole. J'ai pas envie d'avoir mieux que ça. Et on m'a déjà fait la réflexion, mais pourquoi tu roules pas en Tesla? Je suis là, mais non, mais j'ai pas 50 000 euros à cramer pour une voiture. J'en ai une qui coûte 5 000 euros, qui marche très bien. Donc voilà, c'est à peu près ça, mon Alors, état d'esprit. là-dessus, tu vois, bon, nous on a enregistré en 2022, tu nous as appris plein de choses en octobre 2022 pour économiser au quotidien sans se prendre la tête. J'ai fait Ouais. un super épisode que je te recommande sur les voitures, justement. Et je pense, moi, ma philosophie, c'est que, alors en effet, tu vois, je dois avoir une voiture qui vaut au moins 10 fois la tienne, et en effet, elle me coûte probablement l'équivalent de la tienne par an. Donc c'est pas exactement Non, ça. je dis ça plus ou moins, mais oui, parce que j'ai un parking, je suis Ouais. obligé, j'ai tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un entre-deux. Tu peux rouler dans des belles voitures ou des voitures vraiment kiffantes, même une Tesla assez vieille qui te coûtera vraiment pas très cher et kiffer. Et à la fin, tu vois, avoir une voiture qui te coûte. Enfin, tu vois, il y a des bons combos à Ouais. 20 000 euros, à 15 000 euros, à 12 000 euros. Tu vois, moi, à un moment, j'avais une voiture à 15 000 qui était juste la gamme en dessous de la mienne, Ouais. finalement. Donc assez luxueuse et qui me coûtait plus rien, en fait, vraiment, à la fin. Non, Et mais que tu perds pas entre le prix d'achat et le prix de vente. Le tout, c'est de voir la consommation, l'assurance, etc. entre je les suis totalement d'accord. Ça dépend aussi de ta situation. Moi, je Ouais. connais quelqu'un qui a une voiture électrique, qui se l'est prise en leasing là, ou en LOA. Mm. Et en fait, il la recharge à son taf. Moi, j'ai pas de prise chez moi, j'ai pas accès à une prise facilement. Mais si j'avais ça, je pense que j'aurais pris une bagnole comme ça aussi. Oui, mais tu vois, le LOA, enfin, ça dépend si t'es entrepreneur, etc. Mais très vite, ça peut te coûter un bras et à la fin, t'as rien. Enfin, Ouais. si t'achètes très bien ta voiture et que tu la revends très bien, Ouais. notamment ceux qui savent les changer tous les 18 Ouais. mois, etc. Enfin, mais en ce moment, moi, je sais plus, je suis totalement perdu là-dedans parce qu'avec les évolutions des taxes à la tonne, au machin, au truc, au kilo, au début, je me prends plus la tête, je la garde. Ouais. Mais on n'est pas là pour parler de voiture, on n'est pas là pas pour parler d'économie au quotidien, on va parler d'un poste spécifique aujourd'hui, qui est un des plus gros postes, parce que c'est vrai qu'ici je parle souvent d'immobilier, on peut parler en effet de voiture, donc on voit justement, c'est drôle qu'on soit allé direct sur la voiture. On va parler d'un poste qui est très important dans les foyers et chez chacun, que j'ai jamais traité vraiment précisément. C'est le poste voyage, vacances. Voyager moins cher, partir en vacances moins cher. Et ça, c'est un truc que tu as bien étudié sur Radin Malin. Et donc, j'aimerais bien qu'on en parle ensemble, ça te va? Oui, oui. Déjà, raconte-moi les généralités ou les grandes choses sur le voyage. Est-ce que tu sais combien ça représente dans le budget des Français? Qu'est-ce que tu as appris en creusant un peu tout ça? J'ai pas le chiffre exact. Ça dépend certainement de pas mal de choses parce que les gens ont pas la même manière de voyager. Le tout premier article que j'avais fait sur Radin Malin, c'était sur des astuces pour voyager moins cher en train parce que j'avais pas mal de choses à dire là-dessus. Mhm. Et justement, comme à l'époque j'étais au chômage, j'étais très sur tous les
les aides auxquelles on a droit avec le train. Donc il faut savoir que faut regarder en fonction des régions un petit peu. Puis même à commencer juste par les transports en commun aussi. Pareil au niveau de la mairie, au niveau du... Il y a le site, c'est quoi déjà? C'est mesaides.gouv.fr. Mais ça, c'est pour les aides sociales au sens large. Mais voilà, avec ta mairie, ta région, même avec l'État ou avec ton employeur, tu peux avoir les transports gratuits dans ta ville et tu peux avoir le train régional gratuit aussi. Ok. Dans une certaine mesure. Moi, par exemple, pour la petite histoire, j'habitais à Toulouse à ce moment-là. Et j'allais souvent en Andorre pour aller chercher des cigarettes pour ensuite les revendre et en faire un bise parce que je savais vraiment pas trop quoi faire d'autre de ma vie. Le mec me dit ça au moment où je suis en train d'avaler un verre d'eau, j'ai failli lui cracher dessus. Bon, ok. Ouais, moi je fume pas. Voilà, bon bref. Et du coup, il y a énormément de gens qui en font un business. Je peux te dire que le train, parce qu'il y avait qu'un seul train par jour, il était rempli de chômeurs. De cigarettes. Rempli de chômeurs qui utilisaient leur train gratuit pour aller faire ça. Donc ça c'est une idée de business et puis voilà, c'est pour avoir le train pas cher, mais tu peux l'utiliser pour aller à la plage aussi. Voilà. Bref, c'était pour le côté un petit peu caricatural. Donc, le train, donc on va voir le train finalement, le transport. Le vrai, l'un des vrais coûts du voyage, donc c'est le transport. On a train, voiture, avion et puis peut-être d'autres choses à voir. Moto, j'en sais rien, le logement, et potentiellement, j'aimerais bien aussi qu'on traite les histoires de frais à l'étranger, notamment de banque et de choses comme ça, si tu connais un peu, parce que là-dessus, il y a aussi pas mal de choses à faire. On commence par le transport ? Oui. Ok. Donc, le coût des vacances, je crois que, si moi je me trompe pas, c'est entre 2 et 3e coût des Français selon en fait justement la zone de revenus, parce qu'il y a des Français qui peuvent juste se payer le loyer et les transports et la nourriture au quotidien en fait, donc on est juste là-dedans. Chez les plus riches en fait, toute la partie notamment nourriture, alimentation va être potentiellement moins cher que la partie transport, donc on peut pas faire une généralité exactement, parce que en revanche, souvent chez les plus riches, on peut se lâcher sur les voyages, je veux dire, pas sur les transports. Donc évidemment, si tu te balances du 25 000 euros de première dans des grandes compagnies aériennes, tout de suite, a priori, tu vas pas dépenser autant en nourriture, sauf que tu manges sur une étoile Michelin tous les jours. Les transports, alors, qu'est-ce que tu as appris là-dedans ? Il y a énormément de choses à dire. En plus, ça dépend des transports. C'est-à-dire que, après, ça dépend de chacun. Moi, par exemple, à commencer par les bus, évidemment. Quand on pense à voyager pas cher, on pense tout de suite au Flixbus et compagnie. Ouais. Mais c'est une galère, faut pas... Faut pas se leurrer là-dessus. Moi, personnellement, je prends pas de bus quand le trajet dépasse 4 heures. Mais après, c'est vrai qu'en dessous de 4 heures, c'est pas cher du tout et c'est pratique. Et ça, c'est des prix flexibles, ça dépend aussi des prix flexibles, mais en général, moi, je fais souvent Toulouse-Bordeaux. Ok. C'est équivalent, peut-être, c'est comme faire Paris-Lille, je pense. Donc Paris-Lille, tu peux le faire en train, ça coûte une blinde. À chaque fois que je fais des Paris-Lille, j'hallucine, quoi. C'est genre à moins de 25 euros, si tu as de la chance, tu trouves rien du tout, alors que c'est 1 heure de train, quoi. En bus, tu peux le trouver à 7 euros. Oui, en revanche, c'est 1 heure de train, mais c'est 2h30 de bus. Ouais, voire 3 heures, et tu vas le prendre à Bercy, tu vas pas le prendre à la gare du Nord, et t'arrives... Bon, bref, c'est plus galère, voilà. Donc ça, c'est à l'appréciation de chacun. Moi, quand j'étais étudiant, je prenais ça, il n'y a pas de souci. Alors moi, je suis un peu plus vieux que toi, donc en effet, je suis assez étranger au bus. Ouais. Je pense qu'il y a 2 raisons pour ça. C'est que, je suis d'une génération où ça n'existait pas vraiment, c'était pas légal en fait, donc ça a été légalisé de concurrencer un. Si, tu sais quoi, en 2015, j'allais à Paris depuis Toulouse et je prenais le bus, alors que c'était pas encore libéralisé, mais je prenais un Toulouse-Bruxelles parce que ça coûtait 15 euros et je descendais à Paris. Ok, mais et après aussi, surtout, moi je suis à Paris depuis assez longtemps, et depuis Paris, alors, sauf pour vraiment des questions de budget hardcore, mais bon, tu vois, tu fais pas, t'as un Paris-Lille, tu le disais en train, donc la réflexion du bus, elle me vient pas forcément à l'idée, parce que en effet, je suis un peu plus aisé, et voilà. Donc le bus, c'est vraiment un truc qui peut péter en 12 ton budget, quoi. Tu peux le diviser par 3-4, comme tu le dis. Ah oui, carrément. Okay. Mais par contre, voilà, si le trajet dure, au-delà de 6 heures... ça devient vraiment un chemin de croix. En plus, c'est la cour des miracles, les bus. C'est-à-dire, tu vas avoir
Ouais, des gens qui font du bruit, des gens qui sentent pas forcément très bon. Il peut y avoir des vols, Ok. donc il faut faire super attention. En fait, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Après, voilà, hein, moi j'ai déjà fait 14 heures de bus pour aller au Portugal. Personnellement, je le referai pas, mais je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas. Moi, je suis grand aussi, donc c'est pas confortable. Ok, ok. Il n'y a Voilà. pas des bus pareils comme dans d'autres pays? Parce que là, ça vient en fait concurrencer ou ça vient aussi sur des lignes qui n'existent pas. Un Toulouse-Bordeaux en train, ça existe? Oui, oui, bien sûr. Ok. Ouais, ouais. Mais j'imagine tu vois, je dis une connerie, mais de temps en temps, tu as des villes relativement proches qui sont pas reliées par des trains. Oui. Et donc le bus est une alternative qui est intéressante. Oui, oui, complètement. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête Je là sais tout pas de si suite, un mais Lille-Strasbourg en bus, en train, je sais qu'il y avait une histoire de, tu vois, Bruxelles-Strasbourg, c'était pas si simple pour la communauté. Bruxelles-Strasbourg, à tous les coups, tu dois faire des changements Mm. pas ouf. Donc, ouais. Et donc là-dessus, dans certains pays, en revanche, tu as des bus un peu confort. Ça Oui. n'existe pas ça en France. Bah alors, on m'a toujours dit, j'entends souvent dire ça justement. Ah, au Et- Brésil, tu as des trucs de ouf. Moi, en Malaisie, j'ai fait des bus, t'es allongé dans le bus, quoi. Alors, je suis jamais tombé là-dessus. Alors, en Thaïlande, j'en ai fait et je suis pas tombé là-dessus. En Colombie, c'est en Colombie que j'ai vu les bus les plus confortables, mais t'étais quand même pas allongé. Donc, j'ai pas testé les fameux dont tu parles là. Mais j'aimerais bien, mais à mon avis, ça doit pas être. Enfin, si ça existait en France, ce serait pas donné, je Bah, pense. en tout cas, là-bas, tu vois, en gros, il doit y avoir un tiers de place en moins. Ouais. Déjà parce que sur les rangées, t'as que 3 places au lieu de 4. Ouais. Mais bon, c'est une question d'aménagement. Donc ça n'existe pas, donc on va pas chercher là-dessus. Mm. En revanche, bah, typiquement, quand vous voyagez, regardez ça à l'étranger, c'est Oui. pas forcément idiot. Moi, je l'ai fait en Malaisie il y a 2 ans. C'était un agent de voyage qui me l'avait recommandé. Et déjà, c'est une expérience. Ça existe, Oui. comme on le dit, au Brésil, dans plein de pays. Bien sûr. C'est un peu moins la cour des miracles. Il y a pas mal de touristes, etc. Et puis en fait, tu peux faire ça la nuit, par exemple, dormir. Enfin, t'es un peu comme une sorte de business. Et pour autant, Complètement. tu vas faire, j'ai dit une connerie, je sais pas si c'est ça, mais un Rio-San Paolo pour Ouais, ouais. pour 25 € au lieu de 250 d'avion, tu vois. Donc Ouais, c'est ça. Ouais. c'est ce genre de truc, quoi. Ouais. Ok, intéressant. Le train en France et partout à l'étranger, on peut économiser vraiment? Complètement, ouais. Alors le train, c'est-à-dire, tu vas avoir plein de petites astuces. Alors, ouais, ce qui me vient, j'avais fait un article dédié là-dessus. Tu as le billet congé annuel. Ça vaut le coup de s'y pencher. Tout le monde y a droit, quasiment tout le monde. Je pense qu'il y a juste les étudiants et les auto-entrepreneurs qui n'ont pas droit. Et Mais les sinon, entrepreneurs peut-être aussi, non? c'est même pas sûr. Il y a une liste vraiment énorme, quasiment tout le monde y a droit. Et donc, c'est un billet de train, tu y as droit une fois par an, qui a minimum 25% ou maximum 50% de réduction. Ok. Et il faut se renseigner à la SNCF. Tu vas à la gare le réserver et tout, un peu à l'ancienne, quoi, mais voilà. Ok. Ça, c'est intéressant, tu peux le faire une fois par an. Ensuite, Tu as droit une fois par an. tu as droit une fois par an, ouais. C'est une survivance des... Et c'est pour toi ou Ouais. c'est aussi pour ton entourage? Pour Tu sais toi, ton entourage, toi et ta famille. Ouais, ouais. Ah ouais. Complètement. Ouais, donc si tu vas chercher le billet le plus cher, je sais pas, le ski ou les choses comme ça, Oui, oui. si t'as 25%, c'est pas con, quoi. Ouais, tu as droit. Mais disons que voilà, il faut réserver au téléphone ou alors aller à la gare. Ça marche pas en ligne. Non, ça marche pas en ligne. C'est Ah, un vieux cool. truc. En tout cas, pas que je sache. Moi, ça fait 1 an que j'ai refait l'article. Là. Bon, bref. Parce que là-dessus, il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi, je te Ouais. prends un cas de figure que je connais, Ouais. qui intéressera pas grand monde qui nous écoute, mais peut-être. Moi, j'ai 3 enfants. Ouais. Je suis famille nombreuse. J'ai 30% sur tous mes billets. Ouais. Et avant, c'était super relou. C'était des cartes vraiment à l'ancienne, énormes, qui rentraient pas dans ton Je portefeuille, m'en souviens. etc. Maintenant, j'ai une petite carte, mais surtout, j'ai un truc dématérialisé. Donc, je Ouais. peux le montrer sur mon téléphone. Donc, tout ça a quand même été modernisé à la SNCF. Alors ouais, mais, c'est vrai que ça fait 1 an que j'ai fait l'article. Peut-être que ça a changé entre temps, parce que c'est vrai que ça va vite. Après, sinon, pour le train, t'as d'autres choses qui me viennent en tête. Genre, par exemple, si tu voyages à l'étranger en train, Mhm. il vaut mieux aller chercher sur le site de la compagnie locale. La Renfe, Ouais, voilà. en Espagne, ou les... ouais. Ou Trenitalia en Italie, parce que moi j'avais vu des grosses différences entre Trenitalia, donc quand tu vas sur le site de la compagnie italienne, par rapport au site de la SNCF. Ok. Tu vas aussi avoir... Est-ce que tu peux acheter des billets de Paris-Bordeaux depuis la Renfe ou pas? Ouais, ça arrive des fois. Ouais. C'est rare, mais ça arrive. En général, ça coûte pas moins cher. Bah, après, voilà, hein, si tu veux vérifier, tu peux. Et ça peut arriver que ça coûte moins cher. Alors, la question là-dessus, c'est SNCF Connect ou concurrent?
Ouais, bah alors justement, t'as Trainline aussi, alors sans Ouais. vouloir leur faire de la pub, mais voilà, hein, moi j'aime beaucoup. Tu peux trouver des trucs moins chers. Avant, tu trouvais plus souvent des trucs moins chers, du temps où ça s'appelait Capitaine Train, et Ouais. ensuite ça a été racheté et tout. Moi je les utilise aussi parce que t'as souvent du cashback là-dessus. Alors c'est le truc où enfin, tu vas avoir un compte sur un site de cashback, Mhm. qui est un site de code promo ou quoi, qui te rembourse une partie de tes achats. Donc ça marche sur plein d'achats du quotidien. T'achètes des vêtements, t'achètes n'importe quoi, tu peux récupérer une partie, 5% en moyenne. Pour le train, c'est beaucoup moins, tu vas récupérer 0,5%. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Moi, si j'ai un billet à 100 euros à prendre, je récupère 50 centimes dessus. Tu vas me dire, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est une habitude que j'ai, donc ça s'additionne au fil du temps. Donc Mhm. voilà. Ensuite, tu as des comparateurs de modes de transport. Donc, tu vas lui dire, je fais un Paris-Marseille. Et lui, il va te comparer les prix entre bus, train, avion et covoiturage. Ok. Et Je- ça, je- c'est vachement bien. Ok, ok, c'est super intéressant. Tu connais les noms? Tu les as? Il y en a un qui s'appelle Omio. Ok. Après, j'en ai pas d'autres qui me viennent, mais il en existe d'autres, c'est sûr. Moi, je vais venir sur une expérience que je te parlais du ski. Je sais pas si tu t'es concerné par ça, mais quand tu prends certains billets, par exemple, il y a des moments où tu as des fenêtres, tu vois, ça ouvre à 6h du mat, Ouais. à telle heure. Bon, nous, on se retrouve avec ma femme à 5h55 avec l'un sur Trainline et l'autre sur SNCF Connect. Ouais. Et selon, en fait, et ça, c'est vraiment un hack de ouf, parce que souvent à 6h05 ou 6h02, il n'y a plus de billets disponibles. Mm. En fait, comme tu vois, tu prends les billets au départ de Paris, arrivée Bourg-Saint-Maurice ou Albertville, ben, en fait, il y a 2 jours qui intéressent les Parisiens. C'est 2 samedis, parce que tu pars le samedi pour ta location qui est le samedi soir, Forcément, ouais. et le retour le samedi. Sur le samedi, il y a 8 trains. Tu fais le nombre de billets, en fait, ils sont pris littéralement en 4 minutes. Très Ah ouais. simple. Donc, et c'est pareil ben, sur les retours, c'est pareil pour Marseille, c'est pareil pour, voilà, selon les zones d'où tu pars. En fait, là-dessus, il y a des trains qui sont dispo de temps en temps sur SNCF Connect. Nous, on se connecte sur 2 applis différentes. Et de temps en temps, il y en a un qui shoot sur une application et l'autre qui shoot sur l'autre. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas exactement les mêmes dispos au même moment. Donc, il faut être capable de le faire parce qu'en revanche, quand tu le fais pas, là, derrière, ton prix de billet, il explose. Ouais. Si tu le prends pas à ce moment-là, il explose. Ouais, si tu peux faire ça, c'est top. Mais là, on parle vraiment du cadre restreint des promotions de quand la SNCF ouvre les... Oui, c'est ça, ouais, exactement. Et en plus, oui, c'est si tu pars de Paris, donc en même temps que tout le monde, d'un samedi à un samedi. Évidemment, j'ai envie de dire Ah bah oui. l'éléphant dans le couloir, c'est le top du top, c'est de partir en vacances en septembre plutôt qu'en Ah juillet, bah, en août. oui. Là, moi, j'ai travaillé, j'ai été saisonnier dans des campings. J'ai travaillé aussi dans le service client d'une compagnie aérienne, donc je connais un petit peu les trucs. Mais ouais, il y a des différences monstrueuses entre août et septembre. Donc effectivement, quoi, si tu peux décaler d'un jour ou décaler d'une semaine, si tu as la possibilité de faire ça, il n'y a pas photo. Alors, moi j'ai remarqué ça, il y a aussi regarder les endroits où tu vas. Alors, je pourrais te dire, par exemple, quand tu vas en Suisse, si t'es décalé par rapport à leurs vacances scolaires, les Français, t'es pas forcément calé sur les leurs, donc tu vas être moins cher en Suisse. Le problème, c'est que moins cher en Suisse, c'est toujours Oui, 2 voilà, fois le prix de la France. mais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des petits hacks aussi comme ça, selon les endroits où tu vas, où tu peux ne pas être en même temps que les gens avec toi. Mais en effet, si t'as pas d'enfants scolarisés, la base, c'est pas partir pendant les vacances scolaires, quoi. Oui, voilà. Bah, après, sinon, t'as des destinations moins chères. Là, cet été, il y a un ami qui voulait j'ai pas pu du coup, mais qui voulait que je vienne avec lui en Albanie. Mhm. Albanie-Monténégro. C'est un petit peu la nouvelle Croatie. Tu vois. Alors, Ouais. apparemment, c'est magnifique et c'est pas cher du tout. Donc voilà, il faut se renseigner sur des petits plans comme ça aussi. Alors, en effet, on va revenir après sur les transports, mais il y a quelques années, maintenant c'est devenu plus à la mode, la Croatie, ou les choses comme ça, mais en effet, Albanie, Monténégro, il y en a plein. Et après, il y a des trucs aussi, l'Égypte. Beaucoup de gens voient cette zone comme un truc un peu à risque. Moi, j'y suis pas retourné depuis assez longtemps, mais tu vas dans la mer Rouge, t'as quand même des belles plages, des trucs comme ça craint pas. Il n'y a pas eu un attentat depuis je sais pas combien de temps. Bon, si vous y allez, qui vous arrive un truc, vous me remerciez. Non, mais en l'occurrence, ça craint pas du tout. Et la Tunisie, c'est pareil. Hein, je veux dire, par rapport au Maroc ou des destinations beaucoup plus prisées, t'as plein d'endroits qui sont totalement underrated, comme diraient nos amis anglo-saxons. Facile d'accès, pas loin et pas cher.
Bah, moi, le premier endroit qui me vient en tête, c'est l'Espagne, hein, toujours. Hein. Mm. C'est une destination ensoleillée, pas cher, pas loin. Voilà, c'est l'Espagne. C'est pas Ouais. compliqué. Mais après, tu me disais, tu me faisais penser par rapport à regarder ses billets à une certaine heure. On entend souvent dire pour l'avion qu'il Ouais. vaut mieux aller réserver ses billets, je sais pas, le mardi Après-midi, non, dans c'est pas... la nuit Ouais. entre 1h et 5h du matin. C'est ce qui se dit le plus souvent. C'est vrai? Ouais. C'est un truc que j'ai regardé parce que ça m'a intrigué. Je me suis dit, ah, vas-y, je vais faire le test. Du coup, j'ai fait le test à un moment. Effectivement, je me suis levé à 4h du mat dans la nuit du lundi au mardi pour vérifier le prix d'un certain nombre de billets que j'avais noté auparavant. J'avais vérifié les prix avant un dimanche soir. Mm. Et donc, les mêmes billets, les mêmes destinations. J'ai regardé. Et alors, effectivement, il y avait des petites différences de prix. Je les ai pris assez loin dans le temps pour éviter que toutes les places soient prises entre-temps. Mais honnêtement, déjà, dans la plupart des cas, la différence était négative et en moyenne, c'était plus 7%, c'était 7% plus cher. Ok. Il y avait des cas où c'était moins cher, mais pas systématique. Et globalement, ça valait pas le coup de se lever à 4h du mat pour aller vérifier ça. Mm. Et idem avec le C'est le mec qui VPN. économise 50 centimes sur un billet de train qui nous dit ça, hein, donc écoutez-le, c'est Ouais, important. voilà, ouais, c'est ça. Et puis, surtout que là, ça demande un réel effort. Tu vois, économiser 50 centimes, ça demande juste de cliquer sur un bouton. Et il y a aussi le VPN. Alors, si jamais tu as un VPN, tu peux changer de pays. Donc, tu peux faire croire au site sur lequel tu te trouves que tu es au Brésil et que tu réserves depuis le Brésil et voir si les billets changent par hasard. Parce que... Donc le VPN, ça peut être très très simple, hein. Sur un mobile, c'est une application. Ouais. On peut en citer, je sais pas, il y a NordVPN, il y a CyberGhost. CyberGhost, il y a voilà, moi j'ai été sponsor CyberGhost, c'était bien un moment. Il y en a qui sont aussi offertes avec des applications quand tu as Dashlane par exemple, tu as un VPN inclus, Ouais. Dashlane pour les mots de passe. Donc voilà. En effet, alors il y a beaucoup de débats sur les VPN, on te dit oui, ça sert à rien, c'est pas de la sécurité. Si tu veux accéder à des films sur Netflix qui sont pas disponibles en France, ça marche, quoi. Tu te mets aux États-Unis. Si tu veux en effet avoir des prix différents, parce qu'il y a des prix différents selon les pays où tu es, ça existe. Toi, tu as vérifié un peu ? Là, on n'est pas sur la sécurité, du coup, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais par contre, en tant qu'outil informatique, oui, c'est très utile. Là, tu peux vérifier quels sont les prix sur un autre site, enfin sur le même site, mais sur un autre pays. Donc déjà j'avais remarqué quand je bossais service client d'une compagnie aérienne que je regardais un petit peu les prix et j'ai l'impression, hein, c'est juste mon intuition, que tu vas avoir des compagnies qui vont essayer d'aller gratter des parts de marché à la compagnie nationale, donc Lufthansa qui va essayer d'aller gratter à Air France par exemple, en proposant des trajets, si tu cherches un Paris-New York, ou alors allez, un Paris, je sais pas, Paris-Cincinnati pour prendre une ville où tu es obligé de faire une correspondance en fait. Ouais. Et donc tu vas avoir Lufthansa qui va te proposer moins cher en passant par l'Allemagne. Pourquoi ? Pour gratter des clients à Air France. C'est ce que je pense, hein. J'ai pas du tout le... Ah non, mais ça c'est sûr, moi je sais qu'il y avait un moment... Alors après ça dépendait, ce qui est marrant, et je sais que Swiss, la compagnie suisse, là, Swiss Air, c'était sur une certaine gamme. C'est-à-dire que sur tous ceux qui voyageaient en business, ils faisaient passer par Zurich ou Genève, mais surtout Zurich. Bon, sur un Paris-New York, c'est un peu relou quand même de passer sur... Mais pour l'Asie, c'est cool. Et même sur un Los Angeles, ça te rajoute pas à grand-chose. Ouais. Et en fait... tu avais des salons de ouf, des avions de ouf, pour là t'économiser littéralement 1000 balles sur un... Après, ils ont des stratégies. J'imagine que s'ils ont un gros porteur qui fait un Zurich-New York et qu'il est au tiers vide, ils vont faire des réductions forcément. Donc, tout à fait. Peut-être que ça vaut plus le coup de passer par tel pays, peut-être que ça vaut plus le coup de se connecter sur tel pays, parce que s'ils veulent viser les clients qui résident en Allemagne ou qui résident en Italie, toi tu vas te mettre sur ton VPN en Allemagne ou en Italie, et là tu vas avoir des tarifs différents. Alors après, comme je dis, là aussi j'ai observé que les tarifs étaient pas spécialement moins chers, mais il y a quand même des différences. Donc, comme c'est pas difficile à faire, ça vaut le coup de tester, de VPN. T'as bossé chez Air France, toi, non ? Ouais. Okay. Enfin, je voulais pas les citer, mais... Ouais. Il y a des astuces à partager sur Air France, d'autres compagnies. Il y a un truc qui me vient en tête. Bon, ça, c'est j'ai envie de dire c'est limite du bon sens, mais en fait, moi, j'avais des gens au téléphone, des fois, qui m'appelaient pour réserver plus d'1 an à l'avance. Et il faut pas faire ça. Et parce que c'était un petit peu le type, tu vois, une maman un peu stressée qui veut réserver, qui veut tout avoir booké vraiment au jour précis et tout. Et je lui disais, non mais
Parce que moi, je voyais les classes de réservation, c'est-à-dire les classes tarifaires, et je voyais qu'elles n'étaient pas toutes là. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas toutes été ouvertes à la réservation, parce qu'il est trop tôt. Et je disais à la dame, non mais là, enfin je lui annonçais un prix exorbitant, et je lui disais, mais là, si vous voulez mon avis, vous nous rappelez dans 6 mois, et on aura sûrement des billets moins chers. Je peux pas le garantir, bien sûr, mais... Alors nous, la Corse, tu me dis la femme stressée, je sais pas si elle est stressée, ma femme a réservé assez tôt, mais pas un an à l'avance, moins d'un an. Je pense qu'il y a peut-être des moments dans l'année où ce sera moins cher, c'est possible. Ah, ça, j'en sais rien. Cependant, tu vois, généralement, on réserve plutôt 3 ou 4 mois avant, en même temps que tout le monde. Et là, on est vraiment moins cher, quoi. Je pense que tu économises bien sur la famille 400-500 euros. C'est ça que j'ai envie de dire. Je pense que la fenêtre idéale, c'est 3-4 mois. Mais j'osais pas le dire au client parce que je veux dire, tu peux pas t'avancer sur un truc pareil. C'est pas toi qui contrôle le yield management. Tu dirais pas que c'est 8-10 mois, plutôt? Moi, je pense, je dirais entre 6 et 4 mois. Allez. Okay. 3 mois, ça commence à devenir risqué. Ouais. Plus de 6 mois, peut-être que tous les tarifs sont pas ouverts. Ok. On prend des assurances sur tout ça? Ouais, complètement. Bah, parce que si t'arrives un souci, bah tiens, quand je suis allé en Thaïlande, là... Ah oui, non, alors attends, j'ai envie de dire un truc. Quelles assurances? Est-ce que c'est la carte? Raconte-moi un peu là-dessus. Vérifiez, par pitié, vérifiez les assurances que vous avez sur les cartes. Parce que moi, j'avais une carte American Express Air France KLM pour gagner des miles. Donc ça, c'est très bien, pas de souci. Je pensais être couvert parce que avant, quand tu avais cette carte, il suffisait que tu sois en dehors du territoire français et tu étais couvert, quoi qu'il t'arrive. Ensuite, ils ont changé les conditions. J'ai pas fait gaffe. Le mail est passé, mais j'ai pas fait gaffe. Maintenant, tu es couvert uniquement si tu es parti, si tu as payé avec la carte et si tu as pris un vol Air France ou KLM. Donc là, ça vaut plus rien du tout, en fait. C'est-à-dire que cette carte-là, tu la payes 150 € l'année et tu es couvert que sur les vols Air France KLM. Alors que chez Boursorama, tu as une carte gratuite et tu es couvert même si tu es allé à pied en Espagne, tu vois. Donc Chez Sumeria, ils ont des cartes top aussi. Voilà. Alors, t'en as, et après, tu as évidemment les tradis Gold Infinite, tout ça. Il faut les vérifier. Parce que moi, je voulais me prendre une Gold Fortuneo, par exemple, et j'ai constaté que les assurances, c'était pourri. Alors que chez Boursorama, elles sont mieux. Et aussi, j'ai carrément été jusqu'à prendre une assurance à l'année pour le monde entier. Parce que j'ai fait 3 voyages cette année, donc je me suis dit, vas-y, ça vaut le coup. En plus, chez qui? Chez AXA. Donc vraiment, j'ai pris une assurance, ou chez Allianz, je sais plus. J'ai pris une assurance comme ça, c'est pareil. J'ai payé 150 € l'année parce que je suis allé aux États-Unis et en Thaïlande. Et aux États-Unis et en Thaïlande, si tu prends un scooter et que tu te râpes une jambe, parce qu'en Thaïlande, pour prendre des scooters, théoriquement, tu es obligé d'avoir le permis international et le permis moto français. Pas juste le permis de conduire, vraiment le permis moto. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, enfin, si te manque l'un des deux, il faut avoir les deux, et que tu te casses une jambe en Thaïlande en ayant loué un scooter, comme font la plupart des touristes, et ben là, t'es dans la merde. Là, c'est 20 000 €. Là. Donc, des GoFundMe de touristes anglais qui sont à l'hôpital et qui n'arrivent pas à sortir parce qu'ils doivent payer, il y en a tous les ans. Quoi. Donc, il faut faire attention. Ouais, aux États-Unis, 20 000 €, c'est la journée d'hospitalisation. Voilà, donc c'est ça. Faites super gaffe à votre carte parce qu'il y a un collègue de collègue qui s'est fait avoir. Il avait sa carte American Express, il croyait être couvert et il a dû payer 800 balles d'hosto pour un tout petit truc. Enfin, bon, bref. Nous, on a vérifié en partant aux États-Unis, on était, je le précise, sponsor Sumeria et il suffisait de payer quelques trucs là-bas, c'est-à-dire que les billets je les avais pas pris avec Sumeria, mais j'avais pris par exemple la location de voiture ou des choses comme ça, et donc si tu payais quelques trucs là-bas avec ta carte Sumeria, t'étais couvert. Voilà. Mais c'est pareil, il faut toujours faire gaffe. Moi j'étais couvert, mais comme c'est pas ma famille, les gens avec qui j'étais, que c'est une carte perso, les autres l'étaient pas forcément. Totalement, il y a ça aussi. Voilà. Il faut vérifier, faut vraiment vérifier les conditions de ta carte juste avant de partir parce que. Mais ce que tu dis, c'est le fait que si t'es pas payé les billets d'avion, moi c'était la question que j'ai posée, en fait c'était couvert, donc ça dépend des cartes. Faites gaffe à tout ça. Après il y a aussi d'autres choses, c'est que tu penses que t'es couvert. Moi j'étais couvert avec ma carte Infinite pour le ski, ma fille s'est fait une hospitalisation, un truc, tout ça. C'était une tannée, tannée d'obtenir les trucs par Infinite. Du coup, j'ai appelé mon assurance habitation, grâce à Voix, et en passant par là, ça a été plus simple, ils m'ont bien couvert, etc. Et donc tu te dis, attends, j'ai failli prendre le carré neige, j'ai pas pris, j'ai été couvert par ma carte Infinite que je payais un bras, et en fait j'ai pris juste simplement mon assurance habitation qui me couvrait déjà, donc tu peux avoir tendance à ça, on n'y pense pas forcément aussi. Okay. Mais entre 2 Mastercard Gold ou entre 2 Visa premiers de 2 banques différentes, les conditions peuvent être radicalement différentes. Et je critiquais American Express tout à l'heure pour la carte American Express Air France, mais
t'as d'autres American Express, genre la normale Gold. J'ai pas été vérifié, mais je mets ma main à couper que les assurances sont beaucoup mieux. Enfin bon, en tout cas, ils sont réputés pour ça, donc voilà. Ok. Ouais. Il faudra que tu fasses un article spécifique à American Express. En plus, ils te fileront des bons, si tu fonctionnes à l'affiliation. American Express, ils payent très fort. Ouais. Donc tu peux y aller. Les miles, les retards, les réclamations, Oui. ça existe toujours, ça se fait. Bien sûr. Évidemment, tu as tous les sites qui vont faire les démarches pour toi. Donc l'avion, c'est s'il a 3 heures de retard ou plus, l'avion, ou s'il a été annulé, tu peux aller faire des démarches. Donc toi, tu peux aller voir des sites. Alors, il y a quoi? Il y a Air Indemnité, il y a Indemniflight, il y a Air Help. C'est des sites qui vont s'occuper pour toi, à ta place, d'aller faire toutes les démarches pour aller attaquer la compagnie et récupérer l'argent. Donc tu peux récupérer jusqu'à 600 € comme ça. Donc ça déjà c'est top. Et ils prennent une partie. Ils prennent une partie, mais ils se payent que au succès. Donc voilà, s'ils n'ont pas réussi, tu payes rien. De toute façon, tu payes rien, tu récupères juste l'argent, moins les frais. Évidemment, dès qu'il y a du surbooking, il faut accepter. Moi, je pense, parce que si tu acceptes de ne pas embarquer dans l'avion, en général, la compagnie, elle te met bien. Elle te paye une nuit d'hôtel, elle te file 200 balles d'indemnité, enfin voilà quoi. Donc tu peux avoir des trucs comme ça. Il y a aussi un autre truc, alors ça par contre très peu de gens le savent, attention. Si jamais tu as un billet d'avion non échangeable, non remboursable, et que tu dois annuler, souvent les gens vont juste s'asseoir dessus, tant pis, voilà. Tu peux récupérer les taxes aéroportuaires dessus. Ça c'est légal, c'est dans la loi. Ouais. Tu appelles la compagnie, voilà, tu récupères les taxes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont jamais te dire que tu peux les appeler pour obtenir le remboursement, ça c'est sûr. Ok, il y a là-dessus aussi des trucs que j'ai vus récemment. Tu vois, il y a eu un épisode neigeux, notamment à Paris. Les aéroports étaient très bloqués. Et avant, les compagnies elles te remboursaient ce genre de choses. Là, maintenant, ils disent non, mais c'est pas mon problème. C'est pas moi qui ai bloqué les vols. En fait, c'est l'aéroport de Paris, donc je te rembourse pas. Ça, tu peux rien faire, par exemple. Je sais pas. Ça, je veux pas m'avancer non plus. Là, tu vas voir Air Indemnité et te dire. Je pense voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Bon, ça fonctionne. Alors, sur la SNCF, tout ça, c'est quasi automatisé maintenant. Les retards, ils te remboursent facilement. Mais il faut insister quand même des fois. Ouais. Faut pas hésiter d'insister, faut pas hésiter d'aller pleurer un peu. D'ailleurs, moi, ce que j'avais fait un jour, c'est que j'avais pris un billet de train non échangeable, non remboursable. Et il avait fallu que j'en prenne un autre. Et je m'étais dit, quand même, ça vaut le coup d'écrire juste un mail, quoi. Je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit s'il vous plaît, à titre exceptionnel, est-ce que vous pouvez me rembourser le billet parce que vous voyez bien, j'en ai pris un autre le jour suivant et tout. Et ils m'ont dit bon, ok, allez, on va être mignon, on va te filer un bon d'achat. Et du coup, je me suis fait rembourser mon billet de train, juste en demandant comme ça au service client. Si tu demandes les choses gentiment, s'il vous plaît, à titre exceptionnel, titre commercial, machin, tu peux obtenir des gestes commerciaux. Ils ont un peu de latitude, les gens à qui tu bien parles. sûr. Okay. Et surtout, faut pas oublier que je suis bien placé pour en parler. Quand tu envoies un mail, tu parles à un humain derrière. Donc si t'es gentil, si t'es poli, t'auras beaucoup plus de chances d'obtenir gain de cause que si tu les engueules. Ok. Très intéressant. On a fait les grandes lignes, l'avion, les retards, les miles un peu. Ouais, les miles, alors... Là aussi, il y a un truc, il faut penser à les prendre. Ça coûte rien, tu vois. D'ailleurs, sur la plupart des compagnies, tu peux les récupérer jusqu'à 6 mois après le vol. Donc là, imagine, tu as fait un vol il y a 6 mois, tu n'as pas de compte de miles chez aucune compagnie. Tu ouvres ta carte de fidélité. 6 mois après le vol, tu peux récupérer les miles. Donc moi, là aux États-Unis, je suis allé avec United, par exemple. J'ai ouvert un compte chez United. C'est Star Alliance, donc c'est le même groupe de compagnies que... Non, la Star Alliance, c'est les autres. Là, c'est la France, c'est Sky Blue. Ouais, c'est Flying Blue. Flying Blue. Donc Star Alliance United, j'ai chopé des miles sur United et je vais faire un vol avec Lufthansa bientôt. Donc, ils sont aussi dans la même alliance, donc je vais pouvoir récupérer des miles dessus. C'est pas grand-chose, hein, voilà, mais... le fait est qu'au bout d'un moment, j'aurai peut-être assez pour avoir un billet moins cher. Et sachant que chez eux, tu peux aussi regrouper les miles de plusieurs comptes, ce que tu peux pas faire partout. Mais genre, j'ai mon pote avec qui j'ai fait le vol aux États-Unis, je vais peut-être pouvoir le mettre dans ma famille et récupérer ces miles pour pouvoir payer un billet d'avion moins cher. Mais c'est ça, en fait. Moi, je l'ai vu là-dessus. Alors, sur l'avion... en effet, bon, ça, faut les récupérer automatiquement. Faut toujours le mettre. Hein. Tu fais attention à... Il y a toujours des programmes de fidélité. En gros, il y en a deux. Hein. Il y a Flying Blue et Star Alliance. J'exagère, il y en a d'autres. Mais dans les gros... Mais
moi, j'ai quand même des potes qui font ça. Alors, quand tu es entrepreneur ou que tu es dans des boîtes dans lesquelles il y a des dépenses importantes, moi, j'ai un de mes potes, il achète des classes S, des Mercedes classe S à 100 000 et quelques, avec sa carte, son Amex. Là, c'est l'Amex Pro, hein, mais comme le compte les miles lui viennent chez lui. Le compte les miles lui viennent chez lui. Mais parce qu'il est dans un business où ils achètent des trucs comme ça, et ben du coup, il fait beaucoup de trucs. Il prend des miles, mais le mec, il est dans l'espace en fait. Il a 5% raison. Il part en business avec sa famille à Mexico l'été parce que en fait, il a tellement ramassé de miles. Donc, c'est pas adapté pour tout le monde. Pensez juste bien que si vous avez quand même fréquemment, vous achetez des flottes d'ordinateurs ou des choses comme ça et que vous pouvez le faire avec des choses comme ça. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, quand tu voyages, pas forcément si tu es dirigeant, tu peux te prendre une American Express et en général, elle est gratuite la première année et rien ne t'empêche tu les appelles juste quelques jours avant la date butoir, comme Amazon Prime, tu résilies. Ouais, mais tu parles d'Amazon Prime, mais là-dessus, en plus, souvent, il t'inclut du Netflix, du Amazon Prime et un repas dans un gastro étoilé et des dépenses dans je sais pas quelle boutique. Tu vas te prendre une Amex. Tu prends la première année gratuite. Tu chopes le bonus d'entrée qui en général est plutôt sympathique. Tu vas pouvoir même parrainer des gens si jamais tu parraines des amis autour de toi qui eux aussi vont faire la même chose. Ensuite, tu la résilies au bout d'une année. Voilà, donc tu n'as rien payé ta carte, tu as gagné des miles au passage. Et à chaque fois que tu fais des dépenses, moi j'achète mon pain comme je disais, j'achète du pain chez Carrefour, c'est 1 euro, je gagne 1 mile. Grosso modo, je te le simplifie. Et après, tu as aussi autre chose. Tu as des gens qui se font 1000 baguettes, s'il vous plaît. Tu as des gens qui se font payer des billets d'avion par leur boîte et qui, par excès d'honnêteté, ils considèrent que c'est malhonnête de passer leur carte pour récupérer les miles. Il y avait un gars comme ça qui m'avait marqué justement quand j'étais au service client. Et il était en fin de carrière, approchait la retraite. Et je dis, mais monsieur, là, vous avez fait plein de vols récemment, vous n'avez pas demandé les miles, vous voulez pas les demander? Il fait, non, moi je fais pas ça, c'est malhonnête. Je fais, non, mais vous êtes le seul à pouvoir récupérer les miles. Il n'y a que la personne qui voyage qui récupère les miles, peu importe qui a payé le billet d'avion. Donc vous volez rien à votre société. C'est même pas comme si vous passiez la carte de fidélité Carrefour en faisant un achat de société. Non, là il y a que vous qui pouvez les récupérer. Il me fait non, je veux pas. Parce qu'en fait il pense qu'à un moment on pourrait l'accuser surtout de prendre Air France versus une autre juste parce qu'il prend les miles. C'est ça la malhonnêteté possible. Moi j'en connais qui font ça, qui dans certains trucs, qui prennent des billets qui valent 50% plus cher. C'est vrai qu'on peut tomber là-dedans. Et puis d'ailleurs c'est pour ça que les programmes de fidélité aériens existent. Mais bon, une fois qu'ils sont pris. Moi, je lui ai dit, franchement, vous pouvez. N'oubliez pas de récupérer les miles. Juste si ton employeur te paye ton billet d'avion, prends les miles. Okay. Et après, si tu es entrepreneur, tu peux tout à fait prendre une carte. Encore, on reste chez American Express. Tu peux prendre la Silver là, pour les entreprises, la Silver Business, qui n'est pas compatible avec les néobanques, Conto et compagnie. J'ai pas pu en ouvrir une pour ça. Donc, il faut que tu aies un compte chez Caisse d'épargne, BNP ou quoi. Bref, et tu reçois des miles aussi pour chaque euro dépensé. Donc là, tu vas acheter, alors ta BM si tu veux, mais tu peux acheter tes ordis, tu peux acheter tes logiciels, et à chaque fois que tu payes, tu gagnes des points. Donc ça, c'est super bien à avoir, quoi. Et tu peux avoir la business et la perso, et comme ça, tu gagnes des points XP, des points d'expérience, là. Et ce qui en fait business, c'est pas mal. Après, tu peux avoir le statut Gold, tu peux avoir les salons à chaque fois que tu prends l'avion. Il n'y a pas un monde où je vais ouvrir un compte business dans une banque tradie. Non, j'exagère. Ça finira par arriver si tu veux notamment emprunter. C'est ça. Et je vais y arriver bientôt. C'est ça. Compris. Avant de venir sur justement les logements, peut-être, je sais pas si tu as des bons plans, je voudrais quand même qu'on parle de voiture. On était sur les transports, on n'a pas complètement fini le transport, mais on était sur les miles, et moi je vais te dire que j'ai découvert quand même un truc aussi aux US. Quand je suis parti récemment, on a sorti un film là qui est vraiment très cool. Je vous recommande sur ma chaîne YouTube. On a fait la majeure partie de nos logements chez Sofitel. Qui était un peu partenaire, mais qui nous a accompagné, très sympa, mais bon, bref. Et en fait, j'ai réservé les chambres pour tout le monde sur mon compte Accor Live Limitless. Et en fait, il faut quand même voir une chose, c'est que Accor, en fait, au moins pour les Français, ils ont quasi tous les hôtels, de Ibis Novotel, Sofitel à finalement Mama Shelter, ils rachètent des Paris Society récemment, j'ai même des salles de gym, Club Med Gym, ils sont rentrés dans... Donc en fait, ils commencent à être présents un peu partout. Ouais. Et quand tu as ces cartes, là, sur un voyage aux US, j'ai dû gagner au total, alors on en a pris des chambres, mais j'ai dû gagner 5 ou 6 nuits derrière. Ouais. Donc en fait, pareil,
n'hésitez pas à vous ouvrir un compte si vous voyagez un peu. Si en plus vous faites des voyages d'affaires ou de choses comme ça. De toute façon, la base, c'est d'avoir les cartes de fidélité. Ouais. Et puis tes points Accor Live Limitless, là, ils sont échangeables, compatibles avec les points Flying Blue d'Air France KLM. Ok. Il y a un truc comme ça, il y a un partenariat. Une bourse au point. Ok. La voiture. La voiture, Tu voyages en voiture, tu fais des trucs. Ouais, encore une fois, moi j'ai une petite voiture sans prétention, mais c'est parce que je m'en sers une ou deux fois par semaine max, tu vois, donc tranquille. Mais j'avais fait des articles sur le carburant, comment économiser le carburant. Et il y a un truc, il y a une info qui m'est restée quand même, c'est que, est-ce que tu connais la différence entre, non, la différence entre rouler à 110 et rouler à 130 sur l'autoroute en termes de consommation? Est-ce que tu sais combien t'économises en roulant à 110 plutôt qu'à 130? Je sais que c'est énorme, tu vas me le dire, je sais que c'est énorme. Pourquoi ? Parce que je sais que, notamment sur les batteries de Tesla, c'est pour ça que souvent tu doubles beaucoup de Tesla, même si elles vont très vite sur l'autoroute, parce qu'en fait, la Tesla, le range, enfin la portée de la Tesla est beaucoup plus importante. Les 20 km/h de différence changent, mais genre 40% de... Ben ouais, c'est ce que j'ai vu sur le site de l'ADEME, que c'est 50% de consommation en plus si tu roules à 130 plutôt qu'à 110 sur une voiture électrique. Sur une voiture thermique, c'est 25%. Ce qui est déjà énorme, c'est énorme. Et tout ça pour gagner quoi ? 4 minutes de trajet, parce que tu as bien remarqué. C'est ça, quand tu te mets ton Waze sur le truc, tu roules un peu moins vite. Ça dépend de la distance, mais la différence, pour gagner 10 minutes est quand même... c'est ça. Et tout ça alors que tu peux écouter des bons podcasts 10 minutes de plus, tu vois, je vois pas l'idée. Exactement. D'ailleurs, il faudra que tu m'en recommandes. T'inquiète. Et du coup, j'avais fait un article sur comment économiser le carburant, donc tu as tout un tas d'astuces, et j'étais tombé sur un graphique, donc là je l'ai reposté sur mon blog, il est super intéressant ce graphique. C'est la consommation d'essence en fonction de la vitesse et du rapport de vitesse. Et donc là, tu voyais que le sweet spot, c'est 90 km/h. Allez, 80-90 km/h, c'est là où ta voiture consomme le moins, en 5e ou en 6e, si tu as une 6e. Donc ça, mais les gens qui roulent à 90 sur autoroute, c'est quand même un peu relou. Non, ouais, voilà. Mais du coup, 100 ou 110, évidemment, voilà, il y a des fois, tu as la flemme, tu veux pas. Ouais, non, on est d'accord. Hein, mais c'est comme les gens qui marchent lentement dans le métro. Hein, si tu sais que tu vas lentement, tu te cales sur la droite et tu fais chier personne. Mais ensuite, pour le carburant, tu peux aller voir sur prixcarburant.gouv.fr. C'est le site officiel de l'État, mais sinon tu as aussi des applications qui reprennent ces mêmes données, et voir où se trouve la station essence la moins chère. En général, c'est les supermarchés, c'est souvent des intermarchés ou des Super U. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir quand même des différences qui te font 5 ou 10 balles sur ton plein. Donc si tu as un petit magasin qui est pas loin, tu vois, si tu t'apprêtes à faire un gros trajet, tu as un petit magasin sur le chemin, lui, il te Mais montre. C'est là où c'est super intéressant ce qu'on dit là, moi je trouve, c'est que on va éventuellement chasser un peu en effet, 5 ou 10 balles sur le plein. Sur des grosses voitures, ça peut vite être 15 balles, voire plus. En revanche, la vraie économie, c'est pas ça. C'est ce que tu dis, quoi. C'est rouler à 110 ou à 100. Là, tu changes tout. Alors, en effet, soit tu dis, bon, moi, je fais pas comme ça, mais si tu cherches à économiser, tu cumules les deux, et ton trajet, tu vas pouvoir gagner sur un gros trajet, 50 € ou un ouais, après, vrai délire. Moi, ce que j'adore, c'est trouver des astuces où tu fais des économies en faisant le moins d'efforts possible. Donc, c'est pour ça que si effectivement, si tu checkes et que tu vois qu'il y a un supermarché, qu'il y a l'essence pas chère, qui est vraiment sur le chemin, tu y vas. Après, faire 10 km de détour, ça n'a pas de sens. Après, tu as un autre truc comme ça, c'est tu as un site qui s'appelle Autoroute Éco. Alors là, je tire mon chapeau au gars, parce qu'il se trouve que un péage d'autoroute, tu vas payer, tu vas faire Toulouse-Paris, je sais pas, tu vas payer 40 €. En fait, lui, il va t'indiquer où est-ce que tu peux sortir du péage pour re-rentrer immédiatement et payer moins cher. Parce que c'est contre-intuitif, mais tu payes moins cher si tu saucissonnes le trajet. C'est une stratégie commerciale des autoroutes. Enfin bref, tu vas sortir 2-3 fois. Tu vas sortir 3 fois sur tout ton trajet. Tu vas économiser 5 € aussi. Voilà, donc on en fait ce qu'on veut. Hein. J'étais en train d'essayer de cumuler tout là-dedans, puisqu'on dit depuis le début. Alors, tu as ta carte gratuite sur tel truc. Tu saucissonnes tes transports, tu roules à 90 et
Et tu prends en des marche arrière. covoitureurs. Parce que si tu roules en marche arrière, pardon, Tu prends des covoitureurs. tu prends des covoitureurs, évidemment. Ah, on n'a pas parlé de covoiturage, bah oui. Sans aller jusqu'à t'embêter à prendre des covoitureurs tout le temps, parce que ça demande une organisation. Mais juste, prenez le bonus covoiturage. Mais profitez-en tous, j'ai envie de dire tout le monde. Tu peux avoir 200 € comme ça. Qu'est-ce que c'est le bonus covoiturage? Alors, c'est un truc mis en place par l'État. Tu vas sur n'importe quelle plateforme de covoiturage, t'as Blablacar, que j'aime de moins en moins parce qu'ils prennent des frais, voilà, ils se font vraiment plaisir, les gars. Mais bon, bref, donc il y a d'autres plateformes de covoiturage, malheureusement, j'en ai pas qui me viennent. Ok, je vais les trouver, vas-y, continue. Ouais, voilà. Tu vas faire 3 trajets supérieurs à 80 km, tu vas encaisser un bonus de 100 € en tant que conducteur. Toujours en tant que conducteur, si tu fais Mobi 3... Coop, Ouais. Tic Tac Trip. Ouais. Ok. T'as un truc qui s'appelle Move It, je crois, ou Mouvance. Caros, covoiturage à Paris, combo.co. Voilà. Bon. Et donc voilà. Donc attends, faut faire combien? Alors, t'as 2 primes de 100 € chacune. Okay. Une, dès lors que tu as fait 3 trajets de plus de 80 km en tant que conducteur, et l'autre, 3 trajets de moins de 80 km en tant que conducteur. Okay. Tu fais donc 6 trajets, tu récupères 200 € plus, plus que tu as rapporté. Il faut emmener 2 personnes à chaque fois? Non, au moins une personne à chaque fois. Okay. Donc ça, tu fais un compte pour toi, un compte pour ta femme, un compte pour... voilà, donc ça peut aller vite, quoi. Incroyable. Ouais. Ça, c'est bien, c'est un très bon rapport effort-prix. Alors moi j'ai fait du covoiturage, c'est-à-dire j'ai emmené des gens, soit que tu vois, vont me demander sur des groupes Facebook ou des machins, mais j'ai jamais fait sur les plateformes, tu vois, donc mais je suis souvent en voiture pleine, moi, donc c'est pas forcément très simple. Mais ok, hyper intéressant, là tu viens de nous donner un truc à 600-700 € par an, possible. Ouais. Et covoiturage, oui, tu peux avoir, tu le fais toi et ton conjoint, peu importe qui conduit en fait. Oui, déjà, et puis en plus, tu peux faire un compte pour tes parents s'ils conduisent plus ou quoi. Tu peux, voilà, tu connais des gens qui conduisent pas, tu leur fais un petit compte, tu partages avec eux, tu fais ta tambouille. Tes parents, tu leur mets déjà tes points s'ils conduisent plus, donc. Ok. On a, je crois, bien fait le tour. J'avais une autre question sur les voitures, je crois qu'on est bon. Les péages, donc tu nous as dit, c'est juste sortir, rentrer, sinon avoir des abonnements, des machins, ça change rien. Non, ça change rien. Tu peux avoir leur télécommande, leur télépéage, mais ça change rien non plus. Ça coûte même un peu plus cher, puisque tu dois payer un... Ah non, ça dépend. Il y en a, c'est activé automatiquement. J'ai juste envie de dire, il faut checker les trajets au cas par cas. Moi, alors, je fais souvent Toulouse-Lyon. Et tu prends l'autoroute du Sud là, qui passe par Montpellier, tu payes 50 € de péage. Donc c'est du vol à main armée. Si tu passes par la Lozère et par des endroits mais dignes d'un niveau de Ségara-Ly, tu vois, avec les grands sapins et les sangliers qui risquent de traverser à tout moment. Bon, j'exagère un peu. Si tu passes par la Grande Cambrousse, par le plateau du Larzac, tu payes 0 de péage et ça met 20 minutes de plus. À toi de voir si 50 € valent 20 minutes de ton temps. Pour moi, la réponse est oui. Tu roules moins vite en plus, donc tu vas gagner encore 20 ou 30 € de plus, peut-être. Ah, peut-être que tu as des changements de rapport qui vont te coûter un peu cher aussi. Ouais, c'est vrai, mais voilà. Donc, tu as souvent des cas de figure comme ça. Pour le Paris-Lille, je sais pas, mais à mon avis, si tu prends pas l'autoroute, est-ce que ça vaut le coup pas? Ça vaut le coup juste de checker l'option sur Google Maps, éviter les autoroutes, pour voir un petit peu si ça te rajoute 20 minutes et que ça te fait économiser 20 balles. À mon avis, ça vaut le coup. Ok. On a parlé tout à l'heure des congés annuels SNCF, ça c'était intéressant. C'est un truc qui est pas mis en place par une entreprise, hein. C'est automatique pour tout le monde ou... C'est automatique pour tout le monde, ouais. Donc les entreprises, elles en revanche, elles peuvent mettre en place des chèques vacances. Parce que bon, le chèque déjeuner, je crois que je sais pas si c'est obligatoire, mais enfin c'est quasiment monnaie courante chez tout le monde. Dans beaucoup de petites boîtes, il n'y a pas de chèque vacances. Ça c'est un truc de ouf, non, aussi? Tu peux demander, hein, parce qu'ils ont des avantages à le faire quand même. Alors évidemment, ça leur coûte de l'argent, mais ça leur coûte moins cher que s'ils te donnaient des euros. Et donc après, avec les chèques vacances, tu peux faire plein de trucs. Alors si jamais tu es indépendant ou tu es entrepreneur, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, vous avez droit à des chèques vacances. Dès lors que tu es EURL, SARL, SAS, tu as droit de prendre, je crois que c'est 500 € par an de chèques vacances. Okay. Il faut les prendre, hein, il faut les prendre. Moi je paye ma salle de sport avec ça. Ok, chèque vacances, tu vois, j'ai pas ça, moi. C'est comme les CESU. Bon, là, c'est encore autre chose, mais... Je sais pas si des trucs comme Swile, ils font les chèques vacances, d'ailleurs. Non, c'est sur le site ANCV. Mais en tout cas, il faut demander à ton patron ou à ton comité d'entreprise. Et s'ils n'ont pas les chèques vacances, ton comité d'entreprise, ils peuvent avoir des réductions sur les parcs d'attractions, sur les transports. Moi, mon comité d'entreprise, on avait droit à un billet Disneyland gratuit par an. Ok.
Tranquille, hein, il faut juste, Ça coûte un bras. faut juste faire la démarche de demander le truc, il faut s'inscrire sur un site, machin. Bon, ça prend 5 minutes, quoi, mais la plupart des gens ont la flemme de le faire. Il faut demander à ton CE, en fait, il faut juste aller demander. Ok, ça, on a compris, alors on fait ça, absolument. Les chèques vacances, alors ça, c'est peut-être un tout petit peu moins... un tout petit peu moins officiel comme astuce. On n'a pas le droit, il faut savoir, de revendre ces tickets resto ou ces chèques vacances. Mais certaines personnes mal intentionnées le font. Donc voilà, je pose ça juste là. Si vous êtes bien intentionné mais que ça vous intéresse, allez-y. Si vous avez des collègues bien intentionnés aussi. Ok. Le logement, on en a parlé rapidement, parce qu'on a vraiment fait transport. Les appartements, la location d'appart, est-ce qu'il y a, tu vois, il y a des home exchange, tout ça, tu connais, t'as déjà fait un peu? Alors moi j'ai pas fait, j'ai juste pas fait mal, hein, quand hôte en tant que couchsurfing. J'ai accueilli quelques personnes, c'est toujours sympa. Et donc si tu veux pratiquer les langues étrangères, et là il y a un site pas très connu qui s'appelle TokTokBnB. Tu vas pouvoir dormir, enfin tu vas pouvoir être hébergé chez des gens à l'étranger en échange de leur parler français. Donc c'est pas très compliqué, c'est un peu comme du couchsurfing, sauf que voilà, c'est des gens qui veulent pratiquer la langue et en échange ils te font dormir gratos. Et ça c'est vachement bien, je trouve. Hyper sympa. Après évidemment tu as donc les Airbnb et les plateformes normales qui permettent quand même d'économiser souvent par rapport versus des hôtels. Airbnb, alors j'en reviens un tout petit peu aux cartes qui offrent du cashback type American Express, mais tu vas aussi avoir les crypto.com, les N26, toutes les cartes qui offrent du cashback. Ce que tu vas faire, c'est que tu peux acheter des cartes cadeaux Airbnb sur des sites de cashback. Donc tu as eBay Club, Emrys, Igral, Widilo, tu as plein de sites comme ça. Tu peux acheter des cartes Airbnb avec, je crois que c'est 7% de cashback. Donc moi, si j'ai par exemple, donc quand je suis allé aux États-Unis, je suis allé à Las Vegas, 900 € d'hôtel, j'achète 900 € de carte cadeau Airbnb. Je récupère 63 € de cashback immédiatement. Ces 900 € d'Airbnb, je les mets sur ma cagnotte Airbnb, je paye mon voyage avec. Voilà. Et donc j'ai toujours 7%. Et ça, bien sûr, je l'ai payé avec ma carte American Express où j'ai récupéré des miles en plus. Exceptionnel. En dehors de ça, si jamais tu vas dans un hôtel, donc tu vas sur des sites booking.com, hotel.com, pareil, tu peux voir s'il n'y a pas du cashback là-dessus aussi. Mais surtout, tu peux aller sur le site de l'hôtel lui-même et la chambre sera en général moins chère. Sur les auberges de jeunesse en Thaïlande, j'avais vu ça, par exemple... tu vas sur Hostel World, tu la trouves à 20 € la nuit, non, elle est 10 € la nuit, tu dis, oh, c'est pas cher. Tu vas sur le site de l'auberge, elle est à 8 € la nuit. Donc là, c'est pareil, il faut toujours aller sur le site de l'hôtel, faut pas passer par des bookings ou des hotels.com, sauf si c'est pour regarder le prix, et ensuite tu vas vraiment sur le site de l'hôtel et ce sera moins cher. Ok. Après, tu parlais alors là, tu parles de auberge de jeunesse, mais c'est vrai que dans des univers connexes, des trucs comme UCPA, tout ça, tu as des trucs hyper accessibles. Tu payes limite le prix du billet d'avion pour avoir un truc de sport sympa. Franchement, non, mais l'UCPA, je peux que recommander. Je l'ai fait 2-3 fois pour le ski. Pour le ski, c'était fabuleux. Hein. J'avais fait une semaine de snowboard découverte au départ de Paris. J'avais payé 800 €. 800 € pour tout. Donc, t'as le bus. C'est vrai que tu pars en bus. T'as le bus au départ de Paris, t'as le matériel, t'as les cours, t'as le pass, le forfait de ski, là. T'as le logement et t'as la bouffe qui est bonne. À quel moment tu vas pouvoir payer tout ça à 800 € toi-même? Jamais. Ça, c'était il y a quelques années. Ensuite, je l'ai refait au Mexique plus récemment. J'ai fait une semaine là-bas. Alors, c'est 2000 €, ok, mais t'as le billet d'avion. Pareil, t'as le logement, t'as les activités, t'as la bouffe qui est super bonne aussi. Donc t'arrives les pieds sous la table, vraiment. Je pense que voilà, ça s'adresse à une certaine catégorie de personnes, des gens qui sont ouverts à ce genre de trucs. Moi, je trouve que j'aime bien barouder, honnêtement, hein, mais j'aime aussi là me laisser porter. J'avoue que j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pu faire autrement. Donc pour ça, l'UCPA, c'est un super rapport qualité-prix. Dans un autre délire, pareil, ils sont sponsors, hein, mais t'as un Club Med. Alors, hors saison. En effet, en saison, tu vas aller au ski au Club Med, c'est cher. Après, tu sais pourquoi tu y vas. Mais en revanche, hors saison, c'est imbattable. Alors, tu as l'UCPA, mais dans leur catégorie de prix. Parce que, pareil, tu as les cours, tu as le forfait, tu as tout ça sur une gamme hallucinante. Puis hors saison, en janvier, au Club Med à Val d'Isère, c'est imbattable, quoi. C'est un truc de ouf. Donc voilà, il faut trouver, si tu veux faire tout ça, les prix et les moments. Ok.
On a dit quoi? Offre avantage logement. On a vu rapidement le Airbnb. Quand même, moi, je pense que la base, c'est de louer chez toi quand t'es pas là. Non, C'est ça, ouais. Alors, il y a des sites qui proposent ça. T'as des sites qui proposent... En fait, c'est des conciergeries Airbnb, tout simplement. Hein. Donc, ils vont louer ton appart pendant que t'es pas là et ils vont le faire bien. Et en moi, plus j'ai de potes ça- qui font ça tout le temps. En fait, leurs vacances leur coûtent 0. Ouais. Si t'as un bel appart bien placé, c'est un Ouais, truc c'est de ça. ouf. Et tu vas louer ton appart plus cher que le loyer, en fait. Limite, tu vas faire un bénéf, en plus. Donc t'as des conciergeries qui s'occupent de ça. Je peux te citer quelques noms, mais... Ouais. Je suis chaud. Moi, pour moi, c'est... T'en as une qui s'appelle WeHost. Ok. Et une autre qui s'appelle Host and Fly. Ok, oui, j'ai déjà entendu parler. C'est ceux que j'ai trouvés. Ils te reversent 80% du loyer. En fait, c'est-à-dire ils prennent 20% de frais. Mais comme la location à Airbnb, déjà, ça te rapporte largement plus que ton loyer normal. Alors, si eux, ils te prennent 20% de ça, toi, t'es toujours gagnant. Ouais. En fait, tu fais un bénéfice là-dessus. Donc ça, c'est vachement bien. Après, il faut demander à ton proprio, théoriquement, hein, si tu as le droit de sous-louer. Normalement, tu as le droit avec l'accord de ton proprio. Après, voilà, hein, chacun voit la chose Résidence comme il veut. principale, ouais. Si jamais tu as un logement social, par contre, je déconseille fortement de le faire. Moi, j'avais un logement 1% patronal quand j'étais à Paris. Je l'ai jamais sous-loué comme ça parce que si tu te fais griller, tu risques de te faire virer direct. Ok. Et là, tu vas le regretter. Ok, ouais, tu vois, si tu cumules alors là pour le coup tout ça et que tu balances du chèque vacances et tout ça en face, enfin, t'as loué, bon, là, aujourd'hui tes vacances, t'es un nabab, quoi. On va finir sur le, justement, on a parlé un peu des cartes, mais comment on paye à l'étranger? On a parlé des cartes pour les assurances. Aujourd'hui, il y a quand même quelques secrets là, tu peux très vite te faire éclater. Hein. Ouais. Même d'ailleurs, les forfaits téléphoniques, on peut en parler d'ailleurs. Mais, forfait téléphonique, très sincèrement, je vais pas faire de la pub pour Free, mais je fais de la pub pour Free. Non, mais moi j'ai un concurrent, je peux te donner aussi un autre type. C'est qui? C'est les trucs de data, Gomo World, ou des gens comme ça. Ça, en fait, t'as un forfait de base, tu pars à l'étranger... sachant qu'on n'utilise quasiment plus la voix, donc finalement, si tu décroches pas et que tu n'appelles pas et que tu fais tout sur WhatsApp, tu prends en fait, c'est des cartes, des eSIM. Quasiment tous les téléphones maintenant sont compatibles eSIM. Tu l'actives en partant. Pour 10 balles, tu as de la data, mais genre, nous aux États-Unis, on est resté 2 semaines, 30 €, je me suis quasiment jamais connecté à un Wi-Fi. Hein. Après, non, ok, c'est vrai, mais en l'occurrence, Free aux États-Unis, c'est le top du top parce que déjà, ça coûte un poil moins cher et tu as de la data. Et comme avec ton cas de figure, tu descends de l'avion, tu as la data. T'as pas 8 heures de vol dans les pattes et il faut que je trouve une carte SIM et tu vas la payer un bras à l'aéroport. Voilà, donc t'as Free, mais t'as aussi t'as Red SFR où tu peux prendre une option internationale. T'as plusieurs opérateurs où tu peux faire ça. Évidemment, je déconseille Orange, comme toujours, c'est les plus chers et de très très loin. Je comprends pas pourquoi les gens sont chez Orange. Voilà, désolé. Je suis pas d'accord, moi, mais je suis pas d'accord parce que je suis chez Orange. Ouais. Mais en revanche, en fait, moi, j'ai jamais de problème de réseau. Ouais, okay. Et en l'occurrence, je suis sur Orange depuis. J'ai arrêté les autres parce que, en fait, c'était de la merde. Pardon, hein, mais tu vois, le problème, c'est que soit tu. Alors là, en l'occurrence, je parle pas d'économie. Là, on parle d'économie. Je parle pas d'économie. Je parle juste que je suis entrepreneur. Ma connexion, je peux payer 40 balles de plus par mois. Je m'en fous. Ça m'est égal. En revanche, mes heures de boulot, elles sont tellement importantes et elles me rapportent potentiellement tellement que, tu vois. Ça, je peux comprendre. Parce que, en fait, ce que j'étais en train de dire plutôt, c'est un petit peu comme les gens qui vont rester dans une banque traditionnelle, alors qu'ils pourraient aller chez Boursorama ou Fortuneo ou quoi et payer 10 fois moins, pour des raisons purement aversion au changement. Ouais, non, moi, c'est pas ça. C'est juste que je me suis mis dans un état d'esprit où, en fait, je dis pas que c'est forcément le cas, mais si tu te dis, mon heure de travail, elle vaut 1 000 €, ou tu peux dire elle vaut 100, mais voilà, mais il faut mettre un prix assez fort, et dites-vous que c'est tous le cas, tous ceux qui écoutez ici, mettez-vous dans cet état d'esprit, et les 2 heures de déconnexion ou de trucs où tu dois appeler ton service client qui est pas bien, etc. Moi, chez Orange, j'ai zéro problème. Je t'avoue que ça m'est jamais arrivé, pourtant j'en ai fait des opérateurs low cost. En revanche, je reviens sur le Free et et d'autres. Il y a des pays, et moi j'en connais un parce que j'y allais beaucoup, j'avais une boîte là-bas, comme la Tunisie. La Tunisie, t'arrives en Tunisie, Free le couvre pas. En fait, il y en a quand même certains, et donc tu débarques la première fois, tu fais attention, et bram, tu te fais éclater. Et donc,
je dis free, je sais plus d'ailleurs, peut-être que je me trompe sur la Tunisie, mais il y en a certains qui sont pas couverts. Les eSIM, aujourd'hui en tout cas, il y en a plein, j'en ai cité un, mais vous cherchez eSIM un peu partout, et en fait, ça vraiment, avec tous les forfaits de base partout, t'actives ton machin, c'est plié. Au revoir. Mais après, petite astuce toute simple, hein, mais juste, il faut désactiver les données à l'étranger. Oui. Ça, je le dis parce que si t'as pas, chez Red SFR par exemple, si t'as pas le forfait pour les États-Unis, t'arrives aux États-Unis, tu reçois un petit SMS, bonjour, bienvenue aux States, c'est 9 € le mégaoctet de data. Donc tu streames une vidéo YouTube, tu regardes 3 TikTok, t'as payé un SMIC en forfait. Ouais, j'ai déjà eu des factures de 400 €. Non mais effet, c'est hallucinant, 9 € ça, le c'est la mégaoctet, base. ça devrait être interdit quoi. Donc voilà. Ok, Donc, et c'est là où tu désactives forfait à l'étranger et tu n'oublies pas avant de partir de te télécharger un truc comme tu le dis quand tu arrives sur place, c'est relou et tu as besoin. Donc télécharger un eSIM, un acteur eSIM. Sur les cartes, c'est pareil, je sais pas, ce que tu parles beaucoup de Bourseau ou de... Oui, parce que je les aime mais bien. on parle de Lydia, Revolut, je parle de Sumeria, N26... C'est vrai que j'ai toujours bien aimé Bourseau parce que disons que c'est un peu la banque la plus installée des banques en ligne. Après, c'est vrai que N26 et Revolut, avant, ils avaient des IBAN étrangers et ça pouvait poser quelques problèmes, mais maintenant, ils ont des IBAN français, donc c'est tout aussi bien. Je pense que le plus important... Sumeria, tu connais pas, Lydia, pas trop. Si, j'en reparle parce qu'en fait, moi, je pense que c'est un acteur français. Je les aime beaucoup, Cyril Chiche, Alex... Je les adorais okay. Quand c'était encore Lydia, mais j'ai pas compris ce qu'ils ont fait à scinder le truc en deux. Pourquoi ? Du coup, c'était super simple et maintenant il y a Lydia, il y a Sumeria, on sait pas lequel sert à quoi. C'est juste une question de branding. Quand tu es dessus, moi j'utilise, j'ai pris les cartes, je les pousse à fond, je fais les enveloppes, je fais tout et honnêtement, ça fonctionne. Ils sont, moi j'ai toujours, effectivement, je l'ai la carte Lydia, la carte physique et je m'en suis servi quand je suis allé en Colombie pour aller retirer justement. Donc tu peux prendre celle-là, tu peux prendre N26, tu peux prendre n'importe laquelle. L'important, je pense que le mieux, c'est d'aller retirer de l'argent aux distributeurs au pays. Alors ça, c'est pareil, il faut faire attention parce que selon les acteurs, y compris ceux-là, les retraits sont pas traités de la même manière que les... tu peux te faire cartonner sur des retraits, là je saurais pas te dire, et selon les pays, mais il faut faire attention, alors que toutes tes dépenses, moi aux États-Unis, j'ai pas fait un seul retrait. Oui, bien sûr, mais moi je retire toujours un peu, parce que bon, t'as des pays qui fonctionnent plus au cash, bien sûr. C'est toujours bien d'avoir du cash. Il faut, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas changer ton argent à un bureau de change, que ce soit ici ou là-bas, ça c'est évident, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui font ça, et sachez que vous vous faites avoir, hein, ça c'est sûr. Après, t'as des banques aussi, tu peux te renseigner, donc encore une fois, en Colombie, tu avais une banque en particulier où tu pouvais retirer sans frais. Toutes les autres, elles te facturaient des frais. Donc ça, c'est bien de le savoir. Ouais, et le truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que de temps en temps, dans des endroits où tu payes à l'étranger, alors ils le font pas mal, on te propose de payer, par exemple, en dollars ou en euros directement. Ouais. Tu te dis, je vais payer en euros, comme ça, je ne payerai pas de frais. En fait, quand tu payes en euros, ils t'appliquent, et que tu es à l'étranger, dans une devise qui n'est pas euro, ils t'appliquent un taux de change qui est le leur. Ouais. Et là, tu te fais saigner aussi. Donc, si tu as une carte sans frais, tu payes dans la monnaie locale, absolument. Il vaut mieux laisser Sumeria faire la conversion, quoi, par exemple. Une fois Revolut N26 après. Ok. Il y a des choses, des points de vigilance à avoir quand on paye à l'étranger au-delà de ça ? On est bon ? Il faut juste vérifier les plafonds que tu as. Mais pour moi, c'est payer au maximum par carte bleue et le minimum possible en cash. Mais il faut quand même en retirer un tout petit peu. Et puis à part ça... Ok. Bon, on a dépassé l'heure, alors je vais te laisser. On va sur Radin Malin, c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit. Si vous voulez payer, vous pouvez. On peut t'envoyer de l'argent, tu donneras ton compte Bourseau. C'est le site radinmalin.blog.com et puis je suis sur tous les réseaux. Tous les réseaux, il y en a un favori sur lequel tu aimes bien qu'on te suive en ce moment ? Je pense Instagram. Instagram, c'est bien. Radin Malin. Marc Mazière sur LinkedIn par exemple. Tu aurais une petite martingale à toi, Marc, un petit péché mignon, un endroit où tu investis, un truc qui a bien marché pour de l'investissement ? Ouais. Bah écoute, j'ai envie de te dire, moi j'ai toujours été à fond sur Tesla. Okay. Et récemment, ça m'a plutôt bien réussi. Et je pense que c'est que le début. Mais bon, après, voilà, ça c'est ma vision à moi. Et sur les dépenses ou un truc hors... sur les dépenses un truc nouveau là, que t'as dans Radin Malin que tu as trouvé récemment ? Il y a un truc qui fonctionne bien, qui plaît beaucoup. Je parle d'un service de compte partagé, tu vois, de Netflix, de Disney+, de Spotify. Tout à fait, ouais.
Ouais, ça s'appelle Gamsgo. Ça, j'en parle pas mal. Ils ont eu des petits problèmes avec Netflix récemment, mais ça a été résolu. Ok. Et tu vas payer un tiers du prix tes abonnements. Donc ça, c'est vachement bien. Ouais. Très bien. Ça plaît beaucoup. J'ai beaucoup de retours positifs C'est là-dessus. pas la même chose sur la Ligue 1, la Ligue des Champions, tout ça. Quel enfer. Alors, je regarde pas le foot, mais... Ok. Tu peux pas faire de bons de réduction à nos auditeurs, toi tu fais pas puisque t'es gratuit. Hein. Non, mais par contre, alors j'ai un partenariat avec Igral, notamment, qui est un site de cashback et de code promo. Ok. Si vous vous inscrivez via mon lien, vous avez 10 euros. Ok, très bien. On Normalement, mettra le lien. On a 3 euros, donc là, c'est cool. Bon. Marc Mazière, radin, malin, allez-y, vous aussi soyez des barres de fer dans ce monde merveilleux. Bisous et à la semaine prochaine sur la Martingale. Salut, ciao.